Allons faire une intervention à 3 voix, sachant que je ne suis pas Isabelle Saint, mais que je suis Marianne Cotin. Isabelle Saint est malheureusement confinée et bien malade, je crois qu'elle n'est même pas avec nous à distance. Et donc, elle m'a demandé de la remplacer parce qu'on fait partie du même groupe. Je vous expliquerai un petit peu comment fonctionne notre groupe dit e-Juris. Donc voilà, moi je ne vais pas parler très longtemps, je vais juste planter le décor en fait pour mes deux collègues. Et puis voilà, j'essaierai de répondre à vos questions. Je suis juriste, hein, contrairement à Bruno et Julien, si vous avez des questions. Alors déjà pour savoir, enfin comprendre de quoi on va parler, mais il en a déjà été question ce matin. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'analyse de contentieux. Et donc cette analyse de contentieux, c'est une pratique qui est déjà extrêmement ancienne, hein, et qui consiste à analyser un gros corpus de décisions de justice. Essentiellement, nous, ce qui nous intéresse, c'est les décisions du fond, hein, juridictions du fond et de préférence les juridictions de première instance. Donc, prendre dans un domaine déterminé, donc un corpus de décisions pour connaître la façon dont les juges vont statuer et pour produire de la connaissance, hein, sur l'activité des juridictions. Donc, c'est la distinction, hein, bien connue entre contentieux et jurisprudence. Hein. Le contentieux, c'est la masse, hein, plus de 3 millions de décisions rendues chaque année en France. Et la jurisprudence, hein, cette sélection de quelques décisions, hein, qui vont faire source de droit. Alors, c'est une pratique qui est ancienne, qu'on pratique depuis longtemps dans le centre dans lequel je suis inscrite, hein, le CERCRID, qui s'est fondé, hein, sur le mouvement critique du droit, donc qui existe toujours, le CERCRID. Alors peut-être que les fondements théoriques, hein, ont un peu disparu, et notamment je pense les fondements marxistes, hein, je pense qu'ils ne sont plus forcément très très présents, en tout cas une certaine conception du droit. Et donc on pratique ces analyses de contentieux depuis très longtemps, et notamment avec Isabelle, avec Bruno Jean Didier du Beta. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps et qui est fortement impacté aujourd'hui par à la fois l'open data des décisions de justice, alors même si l'open data n'est pas encore effective, hein, en réalité, hein, les décisions qu'on a pour l'instant, c'est les mêmes décisions qu'on avait il y a 20 ans, mais voilà, qui va être impacté par l'open data, notamment des décisions de première instance à horizon, je ne sais pas, 2025, 26, 27, on ne sait pas très bien quand. Donc, on va avoir accès à un grand nombre de décisions de justice et puis impacté aussi par l'analyse automatisée. Nous, ce qu'on fait depuis des années par des analyses manuelles, hein, donc ce qui se fait aussi dans d'autres centres, hein, donc on prend 2000 décisions, 3000 décisions, on se construit une base de données, on regarde les variables qui nous intéressent, on analyse les résultats ensuite, mais tout ça, ça prend énormément de temps et c'est ce qui justifie aussi, je pense, un peu, hein, le peu de visibilité de ces travaux, hein, c'est que ce sont pour les juristes, hein, des travaux qui prennent du temps énormément et qui sont souvent collectifs et qui, pour une carrière universitaire, hein, ne sont pas très, pas très porteurs non plus. Hein, donc, ce qui peut aussi expliquer que ce ne sont pas forcément des travaux très diffusés. Et donc, analyse automatisée, et du coup, voilà, nous, on s'est posé la question, alors je ne reviens pas, hein, sur les développements qu'il y a, des usages, on a parlé déjà ce matin, de l'intelligence artificielle dans la justice, hein, il y a beaucoup de choses qui se font. Et en tout cas, on a monté un groupe donc, qui s'appelle e-Juris, qui donc est destiné à répondre un peu aux besoins de connaissances, hein, liés au développement de l'intelligence artificielle sur la justice, hein, et notamment les activités de justice. Alors, ce groupe e-Juris, c'est un groupe qui est pluridisciplinaire, donc des juristes, des économistes, des chercheurs en informatique, des magistrats qui participent, des représentants du ministère de la Justice. Et donc, on a deux préoccupations. Une préoccupation un peu je veux dire, théorique, hein, sur ce que fait l'intelligence artificielle et en tout cas les impacts éventuels, hein, de l'intelligence artificielle sur le fonctionnement de la justice et puis même sur la conception même du droit. Donc, si ça vous intéresse, hein, on a fait un premier séminaire dont les actes ont été publiés au Juris Cluster, hein, donc c'était en 2019. Et puis actuellement, donc on a monté un petit atelier vraiment technique
Donc, pour réfléchir aux différentes techniques utilisées pour, là aussi, produire des connaissances liées à l'intelligence artificielle. Et donc, on a un atelier juriste qui travaille sur ces questions-là. Alors, notre base de travail, c'est quoi? Eh bien, on retrouve un peu le même corpus, 5453 décisions exactement, de première instance en matière de divorce. Donc, on a déjà parlé des questions de prestations compensatoires aussi ce matin. Donc, on a récupéré déjà il y a quelques années, dans le cadre d'une précédente recherche, une recherche ANR Compresse sur la prestation compensatoire. Donc, le ministère de la Justice nous avait fourni ces 5000 décisions. Elles ont été analysées manuellement. Donc, on sait exactement ce qu'il y a dedans. Combien il y a d'enfants, combien de temps a duré le mariage, quels sont les montants de la prestation compensatoire qui sont accordés, en fonction de quels critères. Donc, l'analyse manuelle est faite. On a les résultats. Et donc, à partir de cette base-là de décision que le ministère de la Justice a bien voulu nous donner, alors c'est peu pour faire ce type d'analyse, ce n'est pas suffisant comme base, mais c'est déjà quand même pas mal. Donc, on essaye, on a testé, en fait, et on réfléchit sur deux types de techniques, ou en tout cas deux types d'analyses. D'abord, des questions de tests, de techniques d'analyse automatique. Et ça, c'est Julien Barnier, qui est à ma gauche, qui va vous en parler, donc, qui n'est pas juriste à la base, mais qui commence à avoir déjà une petite expertise dans la matière. Il a bien été obligé de s'y mettre. Et donc, il a testé, justement, et notre but, c'est de voir si ça marche, si ce qu'on nous promet en analyse automatique, ce qu'on fait depuis des années manuellement, qui nous prend du temps et qui n'est pas forcément toujours très marrant, la machine va nous pouvoir le faire comme ça de façon… Donc, plus on avance, plus on se rend compte que ça risque de quand même poser quelques petites difficultés, en tout cas qu'on n'y est pas encore peut-être tout à fait. Et puis également, des analyses de données extraites là dans une perspective prédictive. Et c'est mon collègue Bruno Jean-Didier qui vous en parlera. Vous avez déjà eu une présentation du bêta tout à l'heure. Et donc, voilà, là, c'est une autre façon de travailler. Il y a une petite conclusion qui est prévue. Je doute qu'on ait le temps de la faire, mais en tout cas, je reprendrai la parole si besoin. Voilà, je laisse la parole à Julien. Je peux bouger? Ah, il marche. Ah oui, c'est vrai. Alors, donc comme Marianne vient de l'expliquer, le projet jury s'appuie sur la base Compresse, donc qui est une base de données qui a été créée par l'analyse manuelle de plus de 5000 décisions de divorce de première instance. Et donc, il y a plusieurs axes dans le projet juris, et dont un axe qui était de voir est-ce que ce travail d'extraction manuelle d'informations qui est très long, qui est très coûteux, est-ce qu'il y a possibilité de l'automatiser au moins partiellement, et en tout cas d'évaluer différentes techniques d'extraction automatique d'informations pour voir quels étaient les résultats qu'on pouvait obtenir. Donc pour faire ça, on est parti de la base Compresse, donc la base manuelle, et on a mis en face le texte intégral des décisions, c'est-à-dire qu'on a numérisé toutes les décisions papier qui correspondaient aux informations de la base de données. Et on a couplé, on a mis en regard ces informations-là, et au final, on obtient un corpus. Alors, il est plus de 5000 décisions, mais on en a plus de 2800 parce qu'on a supprimé notamment les consentements mutuels, et puis certaines décisions qui avaient trop de problèmes de reconnaissance de caractère. Mais on a au final un corpus d'environ 2800 décisions à noter, donc le texte intégral et les informations qui correspondent. Un point important, c'est que comme ce sont des décisions qui ont été numérisées ou sérisées, il y a pas mal de problèmes d'OCR, comme toujours. Donc ça a fait l'objet d'une correction semi-automatique, mais ça reste quand même, c'est nettement moins bon que si on avait récupéré les données directement dans un format numérique. Alors, on a procédé par étapes pour essayer d'extraire automatiquement des informations. La première question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on arrive à identifier les différentes parties qui composent la décision? En général, les décisions de divorce sont composées de 4 parties. On a d'abord une introduction, puis la partie procédure, la partie discussion et enfin la partie dispositif. Alors ça, c'est intéressant parce que ça nous permet par la suite de cibler plus précisément certaines parties de la décision. Par exemple, si on s'intéresse aux décisions prises par le juge, on va plutôt s'intéresser à la partie dispositif qui est la fin du document et qui contient en général toutes les décisions prises par le juge. Donc, pour essayer d'identifier ces différentes parties, on a utilisé la technique informatique des expressions régulières,
En gros, c'est un outil qui permet d'identifier des chaînes de caractères ou des motifs de texte plus ou moins complexes. Et on a utilisé cette technique pour essayer de repérer les transitions entre les parties. Par exemple, typiquement, la partie dispositif qu'on commence très souvent par la phrase « par ces motifs ». Donc, en essayant de retrouver ce texte-là dans le texte de la décision, on pouvait identifier la partie dispositif. Alors, ce n'est pas toujours le cas, donc il faut tenir compte des différentes variantes. Voilà. Donc, les résultats vous sont donnés dans ce tableau. Donc, vous pouvez voir que pour la partie dispositif, ça marche très bien. On a quasiment réussi à toutes les retrouver, à part 2. Par contre, c'est un peu moins bon pour le reste. Pour la partie procédure, la distinction entre l'introduction et la partie procédure, par exemple, on ne la retrouve que dans pas tout à fait 80% des décisions. C'est plus difficile de la déterminer. Mais en tout cas, pour la partie dispositif, ça fonctionne bien et on s'est appuyé là-dessus pour la suite. La deuxième étape du travail, ça a été de continuer à utiliser les expressions régulières pour essayer cette fois d'extraire directement des informations depuis le texte de la décision. On s'est concentré sur des informations assez précises. D'abord, la date du mariage, la date de la décision elle-même, et ensuite des montants de prestations compensatoires, celui fixé par le juge et éventuellement ceux demandés ou offerts par les parties. Donc là aussi, expression régulière, ça veut dire par exemple, pour la date du mariage, on va essayer de repérer les endroits, des expressions typiques comme se sont mariés le mariage a été prononcé le, et puis on va essayer de retrouver quelque chose qui ressemble à une date, pas trop loin, et puis on va essayer d'extraire les informations comme ça. Donc les résultats sont relativement variables. Pour la date du mariage, par exemple, ça fonctionne plutôt bien, voire très bien. On les retrouve on retrouve la bonne valeur dans 96% des cas. Pour la date de la décision, c'est nettement moins bon parce que c'est souvent en début de décision, il n'y a pas forcément de formulation précise et puis on avait plus de problèmes d'OCR. Et puis voilà, pour les montants de prestations compensatoires fixés et demandés, on a des résultats moyens, on va dire, autour de 80 à 85%. Par contre, pour le montant de prestations compensatoires offertes, ça marche pas. Ça marche vraiment pas bien. Pour les décisions pour lesquelles il y a effectivement un montant de prestations offert, on ne le retrouve que dans 40% des cas. C'est pas un résultat définitif parce qu'il y a un côté artisanal dans les expressions régulières. On essaye de capturer un peu plus de phrases, mais pas non plus, il faut pas en capturer les mauvaises. Donc voilà, c'est toujours une approximation. Mais c'est à peu près ce qu'on arrive à faire, enfin, en tout cas ce que je suis arrivé à faire. L'inconvénient des expressions régulières, c'est que justement, du coup, ça fait une méthode qui est relativement peu robuste. Déjà, c'est coûteux à mettre en place, parce qu'il faut établir toutes ces règles un peu manuellement, et puis c'est relativement peu robuste parce qu'il suffit que la rédaction change un tout petit peu et les expressions régulières ne fonctionnent plus. Du coup, on est passé à une troisième étape en essayant, on s'est dit qu'on allait essayer des méthodes un peu plus récentes, un peu plus sophistiquées, qui sont issues, on va dire, de l'intelligence artificielle, mais de l'apprentissage profond, du deep learning, les réseaux de neurones, ce genre de choses. Alors, on s'est concentré toujours sur les mêmes variables, celles que je vous ai déjà montrées, sur une technique qui s'appelle la reconnaissance d'entités nommées. La reconnaissance d'entités nommées, en fait, c'est une technique qui est utilisée pour, typiquement, vous avez un exemple ici sur une décision de justice, mais typiquement, elle est utilisée pour surligner certains passages dans le texte pour identifier des termes qui sont d'un certain type. Typiquement, on les utilise beaucoup pour retrouver tous les noms propres, ou tous les noms de lieux, ou tous les noms de dates, ou les noms de marques, par exemple, dans un texte, etc. C'est une technique qui est pas mal utilisée pour ça. Et nous, on s'est dit qu'on pouvait peut-être l'utiliser pour essayer d'identifier justement les mêmes variables que précédemment, c'est-à-dire la date du mariage, alors pas la date de la décision, mais la date du mariage et des montants de prestations compensatoires. Donc là, vous avez un exemple de résultat de reconnaissance d'entité nommée où on a réussi à identifier dans le texte la date du mariage en premier et puis un montant de PC demandé et un montant de prestations offertes. C'est vraiment surligné le texte. Donc, pour ce type de méthode, pour que ça fonctionne, c'est vraiment des méthodes par apprentissage. Donc, il faut fournir à des modèles des données déjà annotées, des données déjà avec les informations présentes. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé ce qu'on avait fait avant avec les expressions régulières pour pré-annoter. Donc, ça veut dire vraiment surligner, indiquer dans le texte à quel endroit se trouvent les dates, à quel endroit se trouvent les montants, pour pré-annoter le maximum de décisions. Et ensuite, on l'a fait manuellement, on a complété manuellement. Il y en avait 400 à peu près à faire encore. Mais donc, on a fourni au modèle en entrée les 2800 décisions qui ont été surlignées de cette manière-là. Plus précisément, on a travaillé sur 2 corpus distincts.
D'abord, un corpus composé uniquement de la partie dispositif, donc les décisions du juge, dans lesquelles on a essayé de retrouver la date du mariage et le montant de prestations compensatoires fixé, parce qu'a priori, c'est là que ça se trouve. Et puis un deuxième corpus qu'on appelle sans dispositif, en fait, c'est tout sauf le dispositif, donc tout le début de la décision. Et là, on a essayé de retrouver également la date du mariage, parce qu'elle est souvent présente dans les deux, et puis les montants de prestations compensatoires demandés et offerts. Et pour faire la reconnaissance d'entités nommées, on a testé plusieurs modèles. Donc, on utilise des modèles de langue. Donc ça, je vous ai mis la liste des modèles qu'on a testés. C'est des modèles assez récents. Camembert, Flaubert, Barthez, c'est des modèles assez généralistes qui ont été entraînés sur des francophones, qui ont été entraînés sur des gros corpus de textes en français. Juribert, c'est un corpus un petit peu plus spécifique qui a été entraîné sur un corpus plus petit issu de Légifrance et de textes de la Cour de cassation. Donc un modèle spécialisé sur le juridique. Alors, voilà les résultats d'abord qu'on obtient sur la partie dispositif. Donc, en ligne, vous avez les différents modèles qui ont été testés. En plus, certains modèles apparaissent plusieurs fois parce qu'ils ont des variantes selon leur taille, ils sont plus ou moins grands, etc. Et vous avez donc à gauche, vous avez les deux colonnes qui représentent les résultats pour la date du mariage et à droite pour le montant de prestations compensatoires fixées. Donc, on utilise deux indicateurs pour évaluer les résultats, la précision et le rappel. C'est des pourcentages, donc ça va entre 0 et 100. Si c'est à 100, c'est parfait. Si c'est à 0, ça ne va pas du tout. Pour la date du mariage, on peut voir que les résultats sont très bons, voire excellents, puisqu'on a certains modèles arrivent à quasiment retrouver la totalité des dates. Ce qui est relativement remarquable, parce qu'en plus, on a des erreurs d'OCR dans le corpus, donc c'est d'autant plus... je trouve que c'est plutôt impressionnant. Pour le montant de prestations compensatoires fixées, c'est pas mauvais non plus, c'est un peu moins bon, mais on arrive à des précisions de l'ordre de 90% et des rappels de l'ordre de 95%. Bon, alors, faut toujours relativiser. 90%, ça veut dire qu'il y en a quand même une sur 10 qui est fausse, quoi, en gros. Donc, il faut pas non plus trop prendre ces pourcentages au pied de la lettre, mais on pourrait dire que c'est pas si mal. Donc ça, c'est pour la partie dispositif. Pour la partie hors dispositif, alors, la date du mariage, c'est toujours plutôt bon. C'est un petit peu moins bon que dans la partie, dans la corpus précédent, mais ça reste relativement bon. Pour le montant de prestations compensatoires demandées, on descend quand même un petit peu en qualité. Les meilleurs modèles arrivent à faire 80 de précision et de rappel, mais pas plus. Et en ce qui concerne la prestation compensatoire offerte, là, ça marche pas du tout. Mais en fait, parce qu'on a très peu de cas dans le corpus, on a seulement, je crois, 150 décisions où il y a un montant de prestations compensatoires offert. Donc, en termes d'entraînement, c'est beaucoup trop peu pour arriver à identifier ces informations-là. Voilà, j'étais un peu rapide, mais je vais m'arrêter là sur cette partie. En conclusion, on pourrait dire qu'il y a deux manières de voir les choses. Ou bien on trouve que c'est plutôt prometteur et que ça marche pas si mal sur certaines choses, ce qui n'est pas faux. Ou bien on se dit que par rapport à la base compresse, qui on l'a pas dit, mais elle contient plusieurs centaines de variables qui ont été extraites manuellement par l'interprétation fine des textes, des fois par des calculs complexes pour reconstituer les patrimoines des gens. Enfin, c'est vraiment des choses. On en est quand même très très loin. Donc, c'est une piste prometteuse, mais voilà, avec ses limites. Alors, donc vous avez bien compris qu'on fait des exercices de test. Hein. Donc, ce qui vous a été présenté juste avant, c'est l'exercice de test qui consiste à essayer de voir comment aller chercher l'information dans les décisions. Et alors, moi, je fais quelque chose qui est complètement différent. Je vais tester cette fois-ci. On a l'information et qu'est-ce qu'on en fait? Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Je vais tout de suite dire que je me place dans un contexte de justice prédictive, malgré tout ce qui a été dit ce matin. Parce que je fais de la prédiction, je suis économiste, c'est un peu notre métier. Enfin, il y a toute une culture de la prédiction, de la prévision économique. Donc là, moi, j'applique la même démarche. Mais c'est qu'un exercice, hein, c'est tout. C'est le même sujet, c'est toujours la prestation compensatoire, c'est la même base. Je reprends la fameuse base compresse qui a servi précédemment comme étant la base de vérification. Hein. Elle était uniquement là en support de ce qu'a fait Julien pour savoir est-ce que ces méthodes trouvent la bonne solution. Pour savoir si c'était la bonne solution, il allait voir dans compresse.
Moi, je prends Compress, donc c'est cette fameuse base de données qui a déjà été saisie, c'est de la saisie manuelle. C'est une base très précise au sens où il y a beaucoup d'informations. Alors, la seule chose qui est importante par rapport à ce qu'a fait Julien, c'est que notre champ d'application est restreint. C'est-à-dire que comme on va faire de la prédiction, on a restreint le champ à des décisions qui sont a priori homogènes. Parce que quand on fait de la prédiction, c'est plus facile. Donc, je me place dans la meilleure situation. Prenons déjà un sous-échantillon assez homogène et voyons si on peut faire de la prédiction correcte. Alors, ici, c'est homogène au sens où il y a, par exemple, on a exclu les situations où les deux conjoints sont d'accord. Parce que là, le juge, il fait qu'homologuer, donc c'est vraiment un comportement très particulier, l'homologation. Donc là, on se place dans une situation où les deux parties ne sont pas d'accord, donc le comportement du juge, c'est de trancher. Et en plus, on a éliminé quand c'est l'homme qui va être le bénéficiaire de la prestation compensatoire, parce que c'est peut-être pas pareil que quand c'est la femme. Et comme majoritairement, très largement sur des femmes, on se restreint à ça. Donc voilà. Donc l'idée, c'est qu'on prend quelque chose qui est homogène. Ensuite, on applique les méthodes économétriques de régression qui vous ont été présentées tout à l'heure en vous expliquant que c'est pas les meilleures méthodes et qu'il vaut mieux prendre d'autres méthodes, mais nous, on les prend quand même. Alors, pour défendre ma manière de voir les choses, ici, on estime un quantum, alors que tout à l'heure, c'était une probabilité oui-non. Donc, peut-être que ça peut jouer en faveur plutôt de l'économétrie que des arbres de décision. Mais c'est une discussion qui est ouverte. Voilà, donc on utilise de l'économétrie. Donc, c'est la même chose, hein, vous voyez, on explique le montant en fonction d'un certain nombre de paramètres. Je ne rentre pas dans la technique qui est derrière. On a trois équations, une de la décision du juge, une de la demande de l'un, l'offre de l'autre, etc. C'est combiné. Voilà. Bon. Et puis, on a testé plein de choses entre là, le résultat final, c'est utilisé avec une régression la plus simple. C'est-à-dire, comme on vous a montré tout à l'heure, c'est linéaire. Donc, voilà. Mais on a essayé d'autres choses, des fonctions non linéaires. Mais, donc, ça apporte presque rien, et donc c'est pas la peine de faire compliqué comme ça, qui n'y a rien de plus que ce qui est simple. Et donc voilà. Et alors, ce qui rentre dans le modèle, c'est tout ça. Je vais rentrer dans le détail, mais c'est-à-dire que la base, il y a beaucoup de choses, et on a ouais, je n'ai pas compté combien il y en a, mais il y a une soixantaine d'informations potentielles. Et finalement, on en a éliminé un certain nombre qui ne sert pas à grand-chose. Et on arrive à ça. Et si vous voulez, dans la colonne de gauche, vous avez des informations qu'on va dire qui sont attendues, hein, qui sont normales, c'est-à-dire l'offre et la demande, ce que demande l'un, ce que demande l'autre. Bon, c'est quand même la base de la décision du juge. Et puis après, il y a tout ce que dit le Code civil. Il dit il faut tenir compte de ceci, de cela. Bon, ça, on rentre dans le modèle. Et tout ce qui est à droite, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est deux autres choses. C'est de l'information qu'on a, parce qu'elle intervient dans le jugement. Mais quand on regarde le Code civil concernant la prestation compensatoire, ça ne parle pas de ça. C'est-à-dire, je ne sais pas, le type de contrat matrimonial, est-ce que c'est un divorce pour faute ou pas, enfin, est-ce que c'est un juge homme ou femme qui prend la décision, on peut imaginer beaucoup de choses. Enfin, donc là, c'est des choses en plus qu'on a ajoutées pour voir. Bon, alors, c'est une des questions finales. Voilà. Et alors, je reviens en arrière simplement sur la dernière ligne. Notre modèle, il a un critère de qualité de 84%. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que grosso modo, on arrive à prendre en compte les 4/5e du phénomène, c'est-à-dire la complexité du phénomène, on arrive par le modèle à en capter 4/5e. Et bon, quand on travaille en sciences sociales, arriver à avoir un résultat comme ça, c'est pas mal. Parce que moi, je peux vous dire qu'en économie, des R2, on travaille souvent avec des R2 à 25, 30%. Ici, c'est formidable, 80%, c'est donc, je veux dire, on arrive à capter, il y a vraiment des relations de corrélation qui sont intéressantes. Alors, est-ce qu'avec ça, on arrive à faire quelque chose avec un modèle qui, a priori, est pas mal? Voilà. Alors, les difficultés qu'on rencontre, j'ai deux points à souligner. Les difficultés et ensuite les limites. Les difficultés, voilà.
La première difficulté, c'est que, vous avez vu dans mon tableau avant, il y a plein d'informations, mais il y a certaines informations qui ne sont pas directement accessibles dans la décision. C'est dans la décision, mais c'est pas comme la date du mariage, où on va chercher, hop, on trouve la date du mariage. Là, il y a de l'information à droite à gauche qu'il faut combiner, qu'il faut additionner, qu'il faut sélectionner, rejeter, etc. Bon, alors je peux prendre des exemples. Typiquement, en matière de prestations compensatoires, il y a l'article de base, hein, c'est de dire il y aura prestations compensatoires quand il y a la rupture a occasionné une disparité dans les conditions de vie. Quand on lit un peu les décisions, on voit assez bien que les juges, pour eux, la disparité dans les conditions de vie, c'est les revenus. Alors ça, c'est pas mal parce que c'est parce que les conditions de vie, ça pourrait être quelque chose de très, très multiforme. Mais on voit que comme c'est rédigé, que je pense que dans la tête des juges, c'est surtout les revenus. Et donc, on va aller chercher les revenus. Mais les revenus, dans une décision de justice de divorce, c'est hyper complexe. Il y en a dans tous les sens. Il y en a qui sont des montants annuels, d'autres c'est des montants mensuels. Et il y a des prestations familiales, et puis il y a des indemnités. Et puis de temps en temps, le juge dit, il dit ça, mais il n'a pas apporté les preuves. Donc, bon. Vous voyez, c'est complexe. Ça, c'est la première chose. Est-ce qu'une intelligence artificielle serait capable d'aller chercher là-dedans, reconstituer tout ça? C'est une des questions qui se posent. La deuxième chose, c'est qu'il y a des informations qui sont manquantes. Quand on prend le code civil et qu'on regarde la liste des critères qui sont stipulés pour la prestation compensatoire, il y a par exemple, il est conseillé au juge de tenir compte, par exemple, de la retraite prévisionnelle, des possibilités de retraite, si les gens sont pour la retraite. Quand vous regardez les décisions, on ne parle jamais de retraite, c'est hyper rare. Donc ça, c'est une information qui est la plupart du temps manquante. Pourquoi? Parce qu'en fait, les parties n'apportent pas l'information au juge. Donc, il y a de l'information manquante. Ensuite, il y a une difficulté qui se rajoute à ça, c'est que d'une décision à l'autre ou d'un juge à l'autre, c'est très variable. Vous avez des juges, c'est peut-être parce que ce n'est pas leur job de faire le boulot déjà, qui sont là peut-être en remplaçant, etc. Mais ils font des décisions hyper synthétiques. Ils donnent aucune justification. Enfin, ça tient en 3 lignes. Alors là, il n'y a rien dans ces décisions. Il y en a d'autres, ils racontent tout. On sait tout sur les histoires de couple, etc., avec des précisions, avec des tableaux de chiffres dans tous les sens. Voilà. Donc, en fait, l'information à la base, elle est quand même extrêmement hétérogène. Donc, ça aussi, c'est problématique parce que quand vous avez quelque chose de très complet, vous êtes tout content, vous allez mettre plein de choses dans votre modèle, mais vous vous apercevez que dans la plupart des autres décisions, non, c'est pauvre et donc vous n'allez pas pouvoir le faire pour tout le monde. Et puis, bon, il y a la question générale, est-ce qu'il faut introduire dans des modèles prédictifs de l'information qui n'est pas, on va dire, de l'information qui devrait être, c'est-à-dire, il y a 2 options. Il y a le prévisionner, ce qui dit tout est bon. À partir du moment où ça augmente ma précision de prédiction, je prends toute l'information que j'ai. Et puis d'autres qui vont dire, non, il y a des choses, je ne sais pas quoi, le sexe du juge, parce que c'est toujours un débat, ça, il faudra le prendre en compte, hein, parce que voilà, c'est un biais, etc. Il ne faut pas le reproduire. Donc, on penche toujours entre est-ce qu'il vaut mieux, grâce à la prévision, décrire la réalité telle qu'elle est, dans toute sa complexité, même avec ses biais, ou alors, il faut ne pas prendre ça. En tout cas, dans la prévision, il ne faut pas prendre en compte les facteurs qui sont des sources de biais. Alors après, il y a des difficultés techniques d'économètre. Je ne suis pas sûr que le public est là pour discuter de ça. Et bon, donc j'en parle pas. Alors, ça, c'était les difficultés, le lien entre capter l'information par les méthodes automatisées ou pas, et puis les utiliser dans une modélisation. Et alors ensuite, c'est les résultats et les limites. Alors, je vais être assez bref. On a fait tourner notre modèle, hein, une fois que le modèle il consiste à donner des poids à chacun des facteurs qu'on a introduits dedans, et puis à estimer une valeur. Et après, on peut donc comparer cette valeur qu'on a estimée avec le modèle avec la vraie entre guillemets valeur, c'est-à-dire celle qui est dans la décision, celle de la décision du juge. Alors, au début, quand on avait un modèle à 84%, on s'est dit on va avoir des super prévisions. En fait, non, c'est pas le cas. Alors, pour vous donner simplement des ordres de grandeur,
On ne va pas rentrer dans tous ces chiffres-là, mais la conclusion illustrative, c'est peut-être ce qui sera le plus parlant. Dans un cas sur deux, l'erreur est supérieure à 40%. L'erreur, c'est quoi? C'est on compare ce que notre modèle prédit avec ce qui est décidé par le juge. Par exemple, imaginez que le juge ait décidé 10 000, d'accord? Eh bien, dans un cas sur deux, c'est plus ou moins 40%. Alors, 10 000 plus 40%, ça ferait 14 000, moins 40%, ça ferait 6 000. Donc, en fait, dans un cas sur deux, c'est en dehors de ces bornes-là. C'est inférieur à 6 000 ou supérieur à 14 000. Donc, vous voyez, bon, c'est assez imprécis. C'est ça ma conclusion. On peut l'illustrer autrement, voilà, par une manière de faire. On pourrait se donner un critère en disant qu'est-ce qui est acceptable. On pourrait dire, bon, acceptable, c'est il faut que ce qu'on prévoit, ça serait acceptable si c'était entre moins 20% plus 20%. D'accord? Entre la réalité, c'est 10 000 et votre modèle, il prédit quelque chose entre 8 000 et 12 000. Vous pourrez décider qu'à l'intérieur de cet intervalle-là, bon, voilà, bon, j'ai pris l'exemple sur 10 000, mais c'est en pourcentage, donc vous pouvez le faire pour n'importe quel chiffre. Et si c'est ça qui est acceptable comme prévision, eh bien on voit que dans 72%, 1,9, c'est pas acceptable. Donc en fait, notre modèle qui a priori est pas mal, statistiquement, en fait, il prédit des choses qui sont quand même avec des marges d'erreur assez importantes. Et la conclusion de cet exercice-là, c'est que, en fait, je pense que c'est pas très utile pour un usager, quoi. C'est-à-dire que de lui donner des informations aussi imprécises est pas très utile. Alors, sauf à dire, bah, vous voyez, hein, les choses sont difficiles, sont très imprécises, mais je pense que la plupart des avocats qui travaillent sur le domaine le savent. Voilà, parce qu'en fait, c'est peut-être la nuance que je veux apporter, c'est que là, on travaille sur un domaine qui est volontairement, enfin, c'est un peu le hasard, mais c'est un domaine sur lequel l'hétérogénéité des décisions est énorme. Je pense que dans d'autres domaines, il y a une plus grande proximité des décisions d'un juge à l'autre ou d'une affaire à l'autre. Ici, on le sait, en matière de prestations compensatoires, les juges sont un peu, ils l'avouent eux-mêmes, hein, ils disent on ne sait pas trop comment il faut faire, donc on a des barèmes qui ne sont pas, il y a plein de barèmes qui circulent, qui sont extrêmement différents, etc. Donc on sait que c'est très hétérogène et ça explique naturellement pourquoi nos résultats ne sont pas terribles. Enfin, de notre point de vue, ce type de tests ne sont pas acceptables. Alors, en tout cas, il nous semble que ce n'est pas utile pour des usagers. Alors, pour conclure sur cette affaire-là, si on se place uniquement dans la partie recherche, sciences sociales, recherche juridique et production de connaissances, quand on a eu la loi Le Maire sur l'ouverture de toutes l'open source, tout ça, les chercheurs en jury maîtrise étaient tout contents, dire oh, super, parce que là, vous avez vu, on travaille sur des petits échantillons, on est parti de 5000, moi je termine avec, en restreignant pour avoir des comportements longitudinaux, j'arrive à 700, 800, donc voilà, pour un économètre, c'est pas assez, et voilà. Et là, vous dites, ouais, c'est super, c'est plus 5000 qu'on va voir, c'est 100 000, 200 000, 300 000, 500 000, et voilà, et pouvoir faire de la statistique hyper précise. Donc, voilà, donc on était tout contents. Bon, après, quand on a commencé à réfléchir un peu plus, bon, l'espoir est un peu redescendu. C'est-à-dire que d'abord, le ministère a dit, bon, ça sera, on ne sait pas quand, 2025, 2030, 2040, on ne sait pas quand. Et puis après, il y a effectivement ce que vous a montré Julien, c'est-à-dire que si on en a 100 000, ça ne peut plus être fait à la main, donc c'est fait de façon automatique. Et ça marche dans certains cas, ça ne marche pas dans d'autres, on n'a pas tout. Il a fait l'exercice sur, on va dire, ces choses simples, presque, la date de mariage, les montants de la prestation compensatoire. S'il fallait faire la même chose sur les variables que nous, on a introduit dans le modèle, qui sont parfois des choses beaucoup plus subtiles ou des choses beaucoup plus complexes,
Je ne sais pas jusqu'à où on arriverait à avoir le même degré de finesse que la saisie manuelle. Et puis, une question qui se pose toute bête, c'est que est-ce que les laboratoires de sciences juridiques sont prêts à investir dans des postes d'ingénieurs? Parce qu'en général, mes collègues juristes, ils ne savent pas faire ce que fait Julien. Donc, il faudra du personnel compétent pour faire ça. Et donc, bon, ma conclusion, c'est que ce n'est pas pour demain matin, quoi. On a encore le temps de réfléchir à l'usage de la géométrie pour la recherche en sciences juridiques.